À la une de l'actualité ce mercredi, le satisfait site de la mission de la CEDEAO venu prendre langue avec les nouvelles autorités. Le Burkina Faso peut compter sur le soutien de l'institution ouest-africaine pour mener à bien sa transition, a déclaré le chef de la délégation à l'issue de son entretien avec le capitaine Traoré, vous l'entendrez. Et puis, les supputations vont bon train sur le bon choix à faire pour la gestion de la transition. Un civil ou un militaire à la tête de l'appareil d'État. Quelques réactions à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Rappelez-vous, à l'annonce de l'arrivée de la mission de la CEDEAO dans la capitale burkinabé, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso étaient de nouveau en ébullition hier, mais contre toute attente, la CEDEAO rassure son soutien au Burkina Faso. Cette mission d'information conduite par le président nigérien Mahamadou Issoufou s'est dite satisfaite de son face-à-face avec le nouvel homme fort du Burkina Faso. On fait le point de la rencontre avec l'émissaire de la CEDEAO. Je voudrais remercier le capitaine Ibrahim Traoré et les autorités du Burkina Faso pour l'accueil fraternel, très chaleureux, qui a été réservé à la délégation de la CEDEAO, à cette délégation et à moi-même. Comme vous le savez, du 30 septembre au 2 octobre, le Burkina était dans une situation difficile. Le pays était, je dirais, au bord du gouffre. Et le moindre dérapage l'y aurait précipité. En effet, les risques d'affrontement au sein de l'armée étaient très élevés. Si ces affrontements avaient eu lieu, l'armée se serait brisée et l'État se serait effondré. Et bien sûr, l'insécurité se serait aggravée, le chaos se serait installé dans le pays. Très inquiet par l'occurrence de ces événements, le président en exercice de la CEDEAO a dépêché la présente mission. Cette mission, qui est composée de la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau et du président de la commission de la CEDEAO notamment, comme je l'ai dit, est une mission d'information sur la situation dans le pays. Cette mission a été l'occasion pour nous d'avoir deux rencontres importantes. Une première rencontre avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, comme vous venez de l'entendre, c'était là les mots de l'émissaire de la CEDEAO, l'ancien président nigérien,
suite à son entretien avec le nouvel homme fort du Burkina Faso. Cette rencontre entre la CEDEAO et le capitaine Ibrahim Traoré, principal entretien justement, mais pas le seul, un peu plus tôt dans cette matinée de ce mardi, cette délégation dépêchée par le président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Sissoko Ambalo, s'est entretenue également avec les autorités coutumières et religieuses, occasion pour elle de saluer le rôle décisif joué par ses leaders dans le dénouement de la crise engendrée par ce nouveau coup de force du 30 septembre. Le coup d'État du capitaine Traoré qui a suscité des réactions un peu partout dans le monde, chacun y va de son analyse, argument à l'appui. Cet après-midi, nous vous proposons la réaction de Tiken Jah Fakoly, cette icône de la musique africaine. On l'écoute. Je pense que la jeunesse a décidé de prendre ses responsabilités parce qu'elle a constaté que les anciens n'ont pas changé de comportement. Voilà. Comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et on a compris que les gens ont compris que voilà, les anciens sont dans un système qui ne nous va plus. Et donc, ils ont décidé de prendre les responsabilités. Voilà. Autant je condamne le coup d'État, mais je comprends aussi que il y a des réalités aujourd'hui et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut plus accepter. Donc j'espère que comme c'est quelque chose de déjà consommé, j'espère que celui qui va arriver fera les choses comme la jeunesse le souhaite. Passé l'éviction du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, place aux interrogations sur la conduite de cette nouvelle transition qui, pour mener le bateau burkinabé à bon port, les supputations vont bon train sur le choix d'un civil ou d'un militaire. Dans ce dossier que nous propose Benjamin Kwame, il donne la parole à des observateurs avertis de la scène politique nationale. Regardez. Il y a un capharnaüm d'organisations de la société civile et de partis politiques dans la sphère politico-sociale au Burkina Faso. Et ils ressurgissent avec le changement de personnalité avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ce changement sonne comme une alerte pour ces OSC et personnalités politiques pour se rapprocher des jeunes officiers militaires aux affaires publiques. C'est le premier constat que fait cet écrivain burkinabé. Alors, attention. Ibrahim Traoré et ses hommes ne doivent pas se laisser emballer. Au lieu d'une transition civilo-militaire envisagée, les soldats doivent s'assumer et prendre la direction de la présidence. Ce sont eux les militaires qui doivent conduire la chose. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont fait leur coup d'État. On ne gère pas le pouvoir par procuration. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir où ils veulent aller. Voilà, s'ils ne savaient pas où ils voulaient aller, ils n'avaient pas à faire un coup d'État. Voilà, ce sont eux qui ont estimé que la gestion est chaotique. Ils ont décidé de faire leur coup d'État. Ça veut dire qu'ils doivent savoir où ils veulent aller. Maintenant, militaro-civil, parce que les militaires seuls ne peuvent pas faire le travail. Ils ont forcément besoin des civils pour les accompagner à certains niveaux. Mieux, les assises nationales qui doivent se tenir afin de choisir le président du Faso n'a pas lieu d'être. Je ne vois pas à quoi ces assises peuvent servir. Parce qu'ici, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Des gens ont fait leur coup d'État. Ce n'est pas la première fois qu'un coup d'État se passe au Burkina Faso. À partir du moment où vous faites votre coup d'État, vous donnez votre ligne politique. Et c'est là que cet ancien diplomate va à contre-courant. L'option civilo-militaire, si est le mieux pour lui. Les militaires s'imaginent que parce qu'ils ont l'uniforme et l'arme, ils sont au-dessus de presque tout le monde. Alors qu'ils sont très influençables par leur épouse ou époux. Il y a des civils honnêtes, comme il y a des militaires malhonnêtes. Il y a des civils honnêtes. Il y a des civils intègres qui ne demandent rien et qui ne s'attendent à rien. Et ces civils, il y en a de tout genre et de tout âge, dira cet ancien député, lui qui a l'intime conviction que dans le choix des hommes pour le futur gouvernement de la transition, les femmes devraient être en tête de liste, car inclines à dire la vérité. Ce n'est pas une tâche facile. Le plus facile, c'était de faire le coup d'État. C'était ça le plus facile. Le plus difficile, c'est de diriger. Mais jusqu'à présent, nous avons mis les femmes de côté. Elles ne sont que des ménagères. Vous avez combien de pays qui ont eu des femmes
ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. Et nous avons, la honte était sur nous, parce qu'on n'a jamais eu de femme Premier ministre. On a eu une femme ministre des Affaires étrangères, mais ça a duré quoi? Ça a duré 2 mois, à peine. À peine. Et de ce côté, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard. Très en retard ou pas, ce formateur en ressources humaines insiste en indiquant qu'au sein des forces armées nationales, il y a de la compétence pour conduire la transition. L'âge du capitaine Traoré n'est en rien un handicap d'ailleurs. Nous, les Africains, nous croyons que l'expérience se trouve, plus on vieillit, plus on a de l'expérience. Non, 34 ans, on est assez mature. À 34, on n'est pas un enfant. On est assez mature. Ils sont tous des grands hommes. Ils sont tous des hommes et des hommes assez matures. Et ils peuvent bien diriger le Burkina Faso. Une chose sur laquelle ces deux hommes sont bien d'accord, c'est qu'il y aura toujours des flagorneurs, des personnes intéressées autour du président du MPSR. Alors le capitaine Ibrahim Traoré doit faire une introspection profonde, écouter aussi bien les militaires, les jeunes, les coutumiers et tous ceux qui critiquent ce énième coup d'État pour en sortir des décisions objectives pouvant être utilisées pour redresser le Burkina Faso déjà à genoux. Et puis, le ouf de soulagement de la population de Djibo, on apprend que la ville a enfin été ravitaillée en vivres. Cette ville qui, vous vous en souvenez, a battu le pavé ce dimanche pour réclamer de quoi se nourrir. Ces appels à l'aide ont été entendus. Les premiers ravitaillements en vivres ont donc été effectifs ce mardi grâce à des convois aériens. On parle déjà de plus de 70 tonnes de vivres et de produits de grande consommation qui ont été livrés par voie aérienne. Un secours qui intervient malheureusement après que 8 enfants aient fait les frais de la faim à Djibo selon le cadre de concertation des organisations de la société civile du SOUM. Voilà, et la transition est toute trouvée. On en sait davantage sur le drame de Gaskindé, l'état-major général des armées qui met à jour le bilan sur l'attaque terroriste intervenue sur le convoi de ravitaillement près de la localité de Gaskindé le 26 septembre dernier. Nous informe que les opérations de ratissage et de recherche menées par l'armée ont permis d'établir le bilan suivant. 10 civils tués, 27 militaires tombés, 29 blessés, dont 21 militaires, 7 civils et 1 volontaire de la défense pour la patrie. 3 personnes sont toujours portées disparues et des dégâts matériels importants constatés. Le chef d'état-major général des armées salue par la même occasion la mémoire des disparus et un prompt rétablissement aux blessés. Pendant ce temps, l'association TED Yalgré reste focus sur son objectif, celui d'autonomiser les producteurs du Kourouégo. C'est dans cette dynamique qu'elle a procédé à la remise de matériel à plus de 60 producteurs, le tout estimé à plus de 23 millions de francs CFA. Témoin de la remise, Justin Amonto nous en dit plus. À Boussé, dans la province du Kourouégo, l'association Tengiagré ATI reste engagée pour accompagner les producteurs dans la réalisation des activités de maraîchage avec le soutien de l'ONG Solidarsus. Pour cette année 2022, l'association procède à une remise officielle de matériel d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA à 67 bénéficiaires des activités de maraîchage, dont 60 producteurs bénéficiaires directs et 7 producteurs bénéficiaires des contributions des anciens bénéficiaires formés par l'association Tengialgré. Toutes les activités qu'on mène au niveau des ATI, c'est comme ça. C'est pour que les gens là, les producteurs, sachent que c'est pas tout le temps qu'on doit attendre des donateurs. Non, nous, on lutte pour qu'ils soient autonomes. Le don est composé entre autres de motopompes, PVC, semences, engrais et grillages. L'initiative est saluée par les autorités de la région. Je pense que c'est une action
qu'il faudrait saluer parce que ça permet de booster l'économie locale. Et nous, administration provinciale, on sera toujours derrière pour les appuyer, pour qu'ils puissent en tout cas mettre en œuvre les actions afin de rendre autonomes les producteurs et les éleveurs. Pour les bénéficiaires, le projet de formation et de don de l'association Tengliagré impacte positivement les activités maraîchères et autres. Cette initiative de l'association Tengliagré nous permet à nos producteurs d'être autonomes en termes d'activités maraîchères. Ça nous permet aussi d'assurer la scolarité de nos enfants. Ce projet de l'association ATI nous aide énormément. Ça cultive en nous un esprit de solidarité entre producteurs et productrices. Pour cette année 2022, la contribution des anciens bénéficiaires s'élève à près d'1 500 000 francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des moyens d'existence des producteurs, des populations vulnérables et du projet de promotion de l'accès des jeunes à la formation professionnelle et à des revenus décents. Cette cérémonie est aussi marquée par un don symbolique à l'endroit des personnes déplacées internes de Boussé. Tout autre chose à présent et nous parlons du phénomène de l'exploitation sexuelle qui touche aussi les enfants, surtout ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, prenant la plupart du temps la direction des grandes villes à la recherche d'un emploi. Il s'agit là de la migration des mineurs. Le phénomène prend de l'ampleur au Burkina Faso et fait des dégâts, surtout chez les filles, fortement touchées par ce fléau. Au ministère en charge du genre, on veut mettre fin à cette situation à travers des sensibilisations, nous dit Archimède Boya. Sur 243 filles mineures âgées de 13 à 17 ans en situation de prostitution, en lien avec la migration et la traite à Ouagadougou, 153, soit 63%, sont de nationalité burkinabé. 15 filles mineures affirment avoir 10 clients par jour, dont l'âge varie de moins de 20 ans à plus de 60 ans. C'est le résultat de l'enquête de 2014 de l'ONG ESEPAT France, une organisation de solidarité internationale luttant contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le monde. Ces statistiques en disent long sur l'ampleur du phénomène au Burkina Faso. C'est pourquoi le ministère en charge du genre veut prendre le taureau par les cornes via un projet sous-régional sur la mobilité des enfants. Un enfant, d'abord, c'est une personne qui n'est pas majeure, qui, pour des raisons X ou Y, est amenée à quitter son milieu de résidence pour aller vers un autre milieu. Et maintenant, cela peut se faire avec des violations de tout genre sur ses droits humains fondamentaux. On peut avoir des exploitations sexuelles, on peut avoir des abus, on peut avoir des violences de tout genre. Donc, ce projet vise à travailler avec tous les acteurs et toutes les actrices de la chaîne de protection des enfants. Et dans cette chaîne de protection des enfants, le gouvernement peut compter sur l'appui de l'Agence française de développement et celle de ESEPAT France et Luxembourg. Nous savons que la question de la sexualité est toujours quelque chose de très difficile à identifier, à pouvoir nommer. Et justement, le fait de pouvoir avoir des cercles de parole, des cercles de sensibilisation et de rendre à chacun la possibilité de pouvoir agir ensemble, de pouvoir entendre qu'on n'est pas seul, que l'on peut intervenir chacun à hauteur de ses capacités, c'est ce qui nous permettra d'avoir une communauté d'action qui sera plus engagée, qui sera capable d'avoir des relais et qui permettra ainsi d'assurer une meilleure protection pour les enfants. Fondée en 1997, l'organisation ESEPAT consolide les systèmes de protection de l'enfance afin que chaque enfant puisse vivre dans un monde où son corps n'est pas une marchandise. De l'éducation toujours, après 16 ans d'existence, l'école supérieure polytechnique de Kaya fait sa mue avec une nouvelle dénomination, à savoir Université privée catholique Saint-Joseph. Pourquoi une telle innovation? Élément de réponse avec les responsables de cette nouvelle université qui était face à la presse le 28 septembre dernier. Aussi Anda Bonnier, Sandrine Sougouri. De l'école supérieure polytechnique de Kaya, elle devient désormais l'Université privée catholique Saint-Joseph. Cette appellation répond à plusieurs raisons, entre autres le besoin de se conformer au texte régissant l'enseignement supérieur privé du Burkina Faso, lequel texte stipule qu'après l'ajout d'autres domaines dans le curricula de formation, l'école adopte le statut d'université.
La mutation de l'école supérieure polytechnique de Kaya en université a été motivée par deux principales raisons. Premièrement, c'est la volonté de notre école de se conformer aux exigences du cahier des charges des institutions privées d'enseignement supérieur. La deuxième raison est le désir d'ouvrir d'autres filières non techniques dans notre université. Avec sa nouvelle dénomination, l'Université privée Saint-Joseph entend former au mieux des hommes et femmes compétents et responsables pour affronter les défis du moment. L'autre défi est d'amener les apprenants à être des acteurs de développement. La mission de l'Université privée catholique Saint-Joseph est de proposer aux jeunes une éducation intégrale, tant sur la science, la technique que sur les valeurs humaines et culturelles, permettant aux futurs cadres de pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants des entreprises et des services. L'université est située à Kaya, le chef-lieu de la région du Centre-Nord, vit sous la menace sécuritaire. Mais les responsables de l'établissement rassurent les futurs adhérents et parents d'élèves que tous les moyens sont mis en œuvre pour un apprentissage épanoui. Le dispositif qui est mis en place aussi, l'SPK n'est pas situé en dehors de la ville. Je peux dire qu'à l'entrée, juste avant le péage que vous voyez les SPK, nous sommes proches en tout cas des forces de défense et de sécurité. Donc cette rentrée, l'université a initié donc un grand projet, voilà, qui consiste donc à clôturer donc pratiquement toute l'université. Donc un mur de plus de 1500 mètres. L'Université privée catholique Saint-Joseph propose des formations en licence et master dans 2 domaines correspondant à 2 unités de formation et de recherche. Il s'agit de l'UFR Sciences et Technologies et l'UFR Sciences économiques et de gestion. Agriculture, on en parle aussi dans ce journal. Promouvoir une intensification agroécologique de l'agriculture pour favoriser la résilience des exploitations dans le Sahel. C'est l'un des objectifs du projet FAIRE Sahel, un projet d'appui aux producteurs pour une gestion plus efficiente et durable des ressources. Plusieurs techniques de production sont développées au profit donc de ces producteurs de la commune de Arbolé dans le Passoré. Des méthodes qui sont en phase d'expérimentation. Une équipe du projet était sur ces sites pour s'imprégner de l'évolution des expériences. Plus de précisions avec Amadou Diko. Les méthodes traditionnelles utilisées pour fertiliser les sols ne donnent pas de résultats satisfaisants dans bon nombre de localités dans le nord du Burkina Faso. Et cela à cause de l'érosion des sols. Il faut donc penser à d'autres techniques adaptées aux réalités de ces milieux. C'est le défi qu'entend relever le projet FAIRE Sahel. Un projet qui fait intervenir des systèmes de techniques innovants d'intensification agroécologique au profit des producteurs de la commune de Arbolé. Sur cette plateforme multi-acteurs d'innovation de Banounou, ce sont des techniques de conservation des eaux et des sols qui sont mises en avant. Au nombre de 4, ces outils devraient permettre aux producteurs à mieux s'adapter au changement climatique tout en améliorant leur productivité. Alors, l'objectif de l'expérimentation ici, c'est de mettre à la disposition des producteurs différentes méthodes de gestion de la fertilité en utilisant les techniques de conservation des eaux et des sols. Il y a 3 essentiellement. Les demi-lunes qui permettent de collecter l'eau et de concentrer la fumée. Il y a le zaï et il y a également le labour à la traction animale. Maintenant, il y a la 4e technique, c'est ce que le producteur fait habituellement. Le travail qu'il nous a appris, nous, on voit que si on prend cette action, on va reproduire beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Toujours dans la commune de Arbolé, mais cette fois-ci à Samba, des producteurs expérimentent d'autres techniques de culture à double usage. Ici, les expériences portent sur comment produire beaucoup et à mettre également à la sorte de l'élevage. Plusieurs variétés de cultures sont donc testées pour répondre à leurs préoccupations. Ce test est venu de la demande des producteurs exprimée au regard du fait qu'en saison sèche, ils rencontraient des difficultés pour alimenter leurs animaux. Lesquelles difficultés dépendent de plusieurs facteurs, dont la pression sur les ressources, donc le pâturage, qui manque de biomasse en quantité et en qualité,
mais aussi les changements climatiques qui font que les pâturages sont de moins en moins productifs. Le dispositif expérimental mis en œuvre par le projet Faire Sahel tient en compte les systèmes d'agriculture de subsistance. Des méthodes d'association de cultures sur une même parcelle font aussi l'objet d'expérimentation par les producteurs. L'idée devrait permettre de diversifier sa productivité. Du sport pour terminer et nous faisons un gros plan sur le sport business. Les amoureux du sport le savent, il doit sa pérennité en partie à la volonté d'hommes et de femmes qui consentaient à céder une partie de leur fortune pour son fonctionnement. Mais le développement des enjeux et la masse colossale d'argent qu'il génère a changé la donne avec la naissance du sport business avec comme pour pionnier le patron de l'équipementier Adidas. Au regard donc de l'évolution de cette situation, ici au Burkina Faso, des voix s'élèvent pour amener les privés à investir dans le sport, d'autant plus qu'avec le contexte actuel, l'État a d'autres priorités. On voit tout cela avec Madi Zongo et Amadou Diko. Le sport occupe une place majeure dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, son industrie pèse près de 1200 milliards d'euros, soit 2% du PIB mondial. Un des artisans du sport business est Horst Dassler, le patron de l'équipementier allemand qui a créé le système Adidas pour influencer la vie du sport international. Le summum du sport business a été atteint en 1984 avec la privatisation de l'organisation suite au refus de la municipalité de Los Angeles d'engager des fonds publics. Au Burkina Faso, des dirigeants comme le président burkinabé de karaté, Oumar Yugo, pensent que c'est la seule voie du salut. Le sport n'est pas seulement du sport, le sport est devenu du business. Et il faut avoir cette vision de sport business si vous voulez aller le plus loin possible. Le patron du karaté burkinabé est d'autant plus convaincu que l'État, qui est le premier financier du sport, a d'autres priorités. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à l'État tout le temps de mettre tout sur la table. L'État doit soigner les malades, l'État doit créer des écoles, l'État doit donner de l'argent pour lutter contre le djihadisme. C'est vrai, quand tu fais le mélange de tout ça, le sport devient quelque chose de dérisoire. Selon la vision de Oumar Yugo, l'activité des karatékas sur le tatami doit sous-tendre une pédagogie qui va favoriser l'émergence du businessman dans toutes les disciplines. Il n'y avait pas seulement que deux personnes qui se frappent, mais qui avaient plusieurs catégories. C'est une pédagogie aussi qui vise à attirer les privés à s'intéresser à cet art martial, mais à aussi trouver des managers qui vont venir au football, s'accaparer de la fédération, qui vont venir au kung-fu, qui vont venir au taekwondo, qui vont venir ailleurs, participer à l'érosion de nouveaux hommes dans le management du sport. En attendant l'arrivée de ces nouveaux financiers, beaucoup de disciplines sont condamnées à une mort certaine, sans la vache à lait qui est l'État. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Avant de vous quitter véritablement, je vous laisse sur cette pensée. Retenez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand viennent les moments sombres de votre vie, sachez puiser au fond de votre personne pour rester debout, car quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres autour de vous, car dit-on, la vie ne tient qu'à un fil. Bonsoir et à demain pour un autre point de l'actualité, Dieu voulant.